réussir avec côté Benzema resté. Oh, Ronaldo, passe à Philippe Luis, c'est passé, Ronaldo. Le bombazo de Cristiano. El Madrid puede empatar. Ojo el córner. Ahora lo mete directo. Ahí está Modric, el remate. Con todos los zorros, capitán Sergio. Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue pour ce nouveau podcast Real France en direct depuis la plateforme Twitch. On y prend tranquillement nos marques et j'espère que les fidèles de YouTube vont également nous y rejoindre parce que c'est évidemment en imaginant pouvoir échanger avec vous que le concept a été créé. Alors n'hésitez pas à nous donner aussi votre avis dans le chat, hein, on garde évidemment un œil dessus avec vos réactions pertinentes, je l'espère. Au programme du jour, donc retour sur le match du soir face à l'Atalanta. Et Elias ainsi que Coralie sont avec moi pour débriefer tout ça. Salut les deux. Salut. Salut. C'est bien ça s'agit déjà dans le chat. J'espère que vous allez tous bien. Donc je le disais, victoire du Real Madrid face à l'Atalanta de Bergame à l'occasion du match aller des huitièmes de finale de Ligue des Champions. Un succès 1-0 grâce à un but de Ferland Mendy. Coralie, une petite réaction à chaud? On est ravis. Je pense qu'on est ravis parce que c'est vrai qu'avant le match, on avait fait avec Elias, on n'était pas vraiment confiant. On disait qu'un match nul, ce serait bien. Et finalement, le Real a réussi à avoir la victoire. Donc, franchement, on est vraiment ravis. La prestation du Real a été plutôt aboutie, même si c'est vrai qu'en attaque, ça a pêché. Mais bon, avec les absents, je pense que le Real ne pouvait pas faire mieux. Donc, franchement, on est ravis. On l'avait dit, hein, que l'objectif, c'était de limiter la casse. Avant le match, là, on peut dire que la casse était vraiment, vraiment limitée. Juste dommage cette absence de Casemiro pour le match retour, mais d'ici là, il y aura d'autres joueurs qui vont revenir de blessure. Du coup, non, c'est positif, pour le Real, plus que le contenu, le résultat évidemment, hein. Le contenu, moi, je suis pas fan de ce match-là, mais on arrive à un moment de la saison où en Ligue des Champions, en tout cas, le fait d'être compétitif, ça passera avant le fait d'être bon tout le temps durant 90 minutes parce qu'on sait que ce Real Madrid n'a pas vraiment la capacité pour être bon durant 90 minutes, mais il a la capacité pour être compétitif, ça, on le sait. Le contenu, t'en as un peu parlé hier, c'est vrai que c'était pas la folichon. Si on reprend un petit peu la chronologie du match, quand on avait fait une petite preview, notamment samedi dernier, et puis on avait parlé aussi lundi dans l'émission Parole aux supporters, ce qu'on craignait particulièrement du côté de l'Atalanta, c'était leur pressing. Alors ils ont été rapidement à 10 contre 11, mais même sur les 15-20 premières minutes où on était à 11 contre 11, le pressing a été bien géré côté Real. Je pense que la qualité des joueurs dans ce genre de scénario-là, elle s'impose. C'est pas nouveau, le fait que le Real Madrid en Ligue des Champions est une équipe extrêmement difficile à presser. Tu pourras toujours cibler Casemiro, mais cibler Toni Kroos, Luka Modric, c'est absolument impossible. Et puis ensuite, aujourd'hui, tu as rajouté Isco dans l'équation, tu as rajouté un Vinicius qui, à défaut de pouvoir participer sur ces phases où tu ressors, il permettait d'étirer l'équipe un peu, ce qui facilitait pas forcément la tâche des joueurs de l'Atalanta. Du coup, non, c'est 15 bonnes premières minutes du Real Madrid avec beaucoup de mobilité. Elles sont à retenir. Moi, j'ai préféré le Real Madrid à 11 contre 11 qu'à 11 contre 10. Mais c'est vrai que ça t'a permis de bien rentrer dans le match. Parce que c'est une crainte que tu pouvais avoir. Est-ce que l'Atalanta va mettre tellement de rythme que tu vas avoir 20 minutes où tu seras un peu en dessous, ça va tarder 20 minutes à rentrer dans le match et peut-être que durant ces 20 minutes, il y aura des conséquences fâcheuses. Non. Là, le Real Madrid est bien rentré dans le match et puis l'action qui débouche sur le carton rouge de Remo Freuler, eh ben, c'est une action qui se construit grâce à une sortie de balle absolument fantastique sous pression, où là, c'est pas une question de schéma tactique, de répétition à l'entraînement, hein. C'est une question pure de talent. Ce que font les joueurs sur cette action, c'est absolument hallucinant. Tu vois que certains, ils sont en train d'improviser en cours d'action, mais ils sont tellement bons que ça sort tout seul, le football sort tout seul de leurs pieds. Moi, ce qui m'a vraiment impressionné, c'est la performance défensive de l'équipe. C'est vrai qu'on sait que sans Ramos en Ligue des Champions, c'est souvent compliqué. Lors des 10 derniers matchs sans l'Espagnol, le Real en a perdu 8, donc ça montre quand même combien il est important. Et c'est vrai que vraiment, j'ai trouvé la performance de la paire Varane, Nacho
très bluffante. On a vu du caractère, on a vu de l'anticipation, on a vu qu'ils étaient bons sur l'homme et ça franchement, j'ai vraiment trouvé ça bien. Tu parles du caractère de Nacho, je l'avais déjà souligné, si tu te souviens, samedi, où j'avais trouvé que le mec apportait vraiment du caractère. Il y avait un peu de Ramos dans son attitude. Mais je veux revenir d'abord sur le choix de Zidane. Donc on avait aussi évoqué une possible titularisation de Isco. Ça a été le cas, mais pas tellement dans le registre qu'on pouvait l'attendre. Coralie, Isco, il a évolué dans un rôle de faux neuf. Bon choix de Zidane du coup. Ouais, il y a du positif dans sa performance. Alors c'est vrai qu'au niveau de ses premières balles, je ne l'ai pas trouvé vraiment excellent au début, mais après, vraiment, dès qu'il revenait un peu au milieu et tout, qu'il participait au jeu, je l'ai vraiment trouvé mieux. On sent quand même qu'il manquait de rythme, mais vraiment, comme tu dis, sa performance a été bonne. Et puis il a pu libérer des espaces pour les autres joueurs. Donc ouais, franchement, je l'ai trouvé plutôt performant ce soir. Isco, dans ce genre de match-là, il répond présent généralement, hein. C'est pas le match de l'année, évidemment que Isco, ça reste Isco dans le sens où une première touche de balle un peu trop longue, je corrige avec une deuxième, je corrige avec une troisième, pourquoi pas une quatrième et c'est pas nouveau, mais ça reste une garantie technique. Sans lui, le Real Madrid aurait eu beaucoup plus de difficultés à garder le ballon, beaucoup plus de difficultés à avancer souvent et dans ce genre de match-là, avant de jouer juste, il faut déjà que tu sois une garantie technique et ça, pas de problème, Isco l'est. Et puis sa mobilité, elle a fait beaucoup, hein. Sans cette mobilité, le Real Madrid, ça aurait été encore pire sur attaque placée. Encore une fois, il fait pas le match de l'année. Je crois pas qu'on puisse attendre d'Isco qu'il fasse le match de l'année actuellement. On doit déjà se contenter de ce qu'il peut nous offrir. Mais, pour moi, le choix de Zidane, il est bon, il a fait sens. Je sais qu'il y avait pas mal de débats autour de ça, notamment à l'interne. Mais ça s'est bien passé et pour moi, ça faisait sens en tout cas. Ça faisait sens surtout que c'est pas Vinicius et Asensio qui allaient t'offrir tant de mobilité, tant de lignes de passe et tant de sûreté technique. Du coup, ça s'est bien passé et c'est bien de savoir aussi que tu peux compter sur lui parce qu'en janvier, il voulait partir. En tout cas, c'est ce qu'on entendait avec insistance et c'est toujours bien de récupérer un joueur pour la cause. Le Real Madrid peut pas vraiment se permettre d'avoir un Isco absolument hors de forme actuellement, sinon qui est-ce qu'on fait jouer à la place? Et puis tu parles de ses envies de départ. Un joueur qui souhaite partir aussi, il a besoin de se montrer. Surtout que Isco, on disait effectivement qu'il voulait partir cet été, sauf que les offres, elles étaient pas nombreuses à son sujet, voire inexistantes. Je regarde un petit peu là les statistiques. Donc le Real a fait 18 tirs au but pour seulement 4 frappes cadrées. Aucun tir cadré quand même pour l'Atalanta. Courtois a vraiment passé un match tranquille. Preuve que même à 10 contre 11, le Real a fait preuve d'un grand sérieux, Coralie. Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai que la défense a vraiment été très, très bonne aussi. J'ai en tête comme ça deux trois interventions assez chaudes de Nacho, où vraiment il s'est imposé avec agressivité et tout et il prenait le ballon, mais parfaitement, il y avait pas faute et cetera et c'est vrai qu'après l'Atalanta a plutôt joué, a été bon. Moi, j'ai vraiment quand même trouvé le match de l'Atalanta plutôt bon parce que c'est vrai que, voilà, ils ont vite été à 10 contre 11 donc c'est assez compliqué mais oui, franchement, le Real a passé une soirée tranquille défensivement et sans Ramos en Ligue des Champions, ça fait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Elias, est-ce que tu as une performance, ton top sur ce match, même si je pense qu'il paraît assez évident? Bon, moi, je trouve que Nacho fait un super match, hein. C'est vrai que c'est Mendy qui débloque la situation, mais Nacho fait un super, super match. Il a toujours cette qualité qui fait qu'il a aucune peur à sortir très, très haut et aujourd'hui, je pense que c'était nécessaire. Le Real Madrid n'a pas brillé, hein, dans son contre-pressing, il n'a pas forcément brillé non plus dans la gestion du côté gauche de sa défense. Vinicius était dans ce rôle un peu où il va aller gêner les centraux, mais s'il gênait les centraux, il n'était pas là pour couvrir, l'extérieur droit de l'Atalanta et là, il fallait vraiment quelqu'un qui s'impose et qui fasse le travail et Nacho a été très bon. Je pense qu'il a évité au Real Madrid beaucoup de complications, hein, beaucoup de prises de tête avec ses sorties hautes. Puis ensuite, offensivement, on sait toujours qu'il peut apporter quelque chose. Alors au-delà du but de Mendy, Nacho pour sa constance dans cette partie, pour le fait qu'il répond présent dans une saison où on pouvait s'attendre à ce que Nacho, garantie absolue du Real Madrid, joueur tout terrain, ce soit fini parce qu'il n'a pas toujours été bon. C'est pour ça que je retiendrai sa performance plutôt qu'une autre. Moi Coralie? aussi, j'aurais dit Nacho, mais comme tu l'as dit, je vais dire Mendy parce que c'est vrai que, il est responsable des 2 plus grosses,
opportunités du Real, c'est-à-dire que c'est lui, qui fait expulser, le joueur de l'Atalanta grâce à sa percée et puis il marque, du pied droit un but absolument magnifique. Franchement, je m'y attendais pas. Comme tu l'as dit Elias au début, quand il a frappé et tout, je m'étais dit, «Ouais pareil, ça passera à côté comme toutes les autres frappes» et finalement là, ça a fini dedans. Donc ouais, moi je sortirais Mendy. Est-ce que vous avez un flop sur ce match? Asensio, je pense que c'est compliqué de dire, quelqu'un d'autre. Il a été complètement transparent et c'est vrai qu'on pourrait attendre de lui qu'il soit bon dans ces matchs-là, qu'il prenne ses responsabilités, que c'est vrai que l'attaque était plutôt décimée, même si Isco était placé en faux neuf. Mais c'est vrai que moi, Asensio, là, ce soir, vraiment, c'était un match médiocre. La même, pas grand-chose à rajouter de plus. Je crois qu'avec Asensio, on est comme dans le cas Vinicius. On pourrait dire les mêmes choses à chaque podcast, mais on va économiser de la salive et dire qu'il suffit de se référer au podcast précédent, aux choses qu'on a déjà dites pour qualifier son match de ce soir et même le statut du joueur. Ouais, complètement. C'est un joueur qu'on a vraiment du mal à jauger. Pourtant, il avait fait 2-3 matchs plutôt intéressants, mais bon, ça s'est vite retombé. Vinicius, justement, lui, je l'ai trouvé quand même plutôt intéressant. En tout cas, moi, pour ma part, il a fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire jouer plus ou moins proprement. Et quand il avait des 1 contre 1 joués, un peu d'espace, provoquer pour ne serait-ce que gagner au moins un coup franc. Oui, moi, c'est vrai qu'aussi je l'ai trouvé plutôt bon. Alors c'est vrai qu'il a encore du déchet dans son jeu, qu'il rate beaucoup de choses, mais il a provoqué, c'est ce qu'on attendait de lui et puis en plus, c'est lui aussi qui fait la passe pour Mendy. Donc pour une fois, il a compris le jeu. Ouais, pour moi aussi, son match est correct. Il y a pas grand chose à dire dessus. Mais tu vois, un truc tout bête. Hem, Vinicius, bah, voilà, vous l'avez dit, il provoque certaines choses dans le jeu, mais imaginez, il provoque rien du tout, mais les 2 occasions qu'il a ce soir, parce que ce sont des occasions, il les met. Bah, je crois qu'on serait tous plus contents et c'est vrai que, bah, Vinicius, pour qu'on soit vraiment satisfait de sa performance, il faut qu'il fasse énormément de choses. Il est pas encore en capacité de les faire et c'est encore un truc où, je sais pas, on va se contenter de pas grand chose. Oui, il fait pas un mauvais match, oui, il apporte des choses, mais encore une fois, on se contente vraiment de pas grand-chose et c'est un joueur que j'aime bien et que j'ai pas autant attaqué, cette saison que ça. Mais ce soir, je le trouve déjà meilleur quand le Real Madrid est contre, est à 11 contre 11 qu'à 11 Mhm. contre 10. Question d'espace, question, Ouais. aussi d'interprétation, hein et ensuite il doit faire beaucoup plus, il doit vraiment faire beaucoup plus. Marco Asensio, à la limite, on sait que c'est un joueur qui provoque pas. Pour qu'Asensio apporte quelque chose au Real Madrid sur attaque placée, il doit faire d'autres choses. Des mouvements plus intelligents, venir se placer entre les lignes, rentrer à l'intérieur. Vinicius, il aurait juste pu continuer dans son match sur sa bonne lancée, provoquer, il aurait apporté beaucoup plus de choses que le Real Madrid nécessitait et au final, ces choses, il les a pas apportées, il les a pas présentées sur la table. Ok, Vinicius très intéressant malgré ses déchets. Contrairement aux autres attaquants, il apporte de la percussion, dit Osiris. Vinicius il rate l'occasion, si Mendy ne marque pas, il win le match, dit Yacine. Il faut pas trop s'enflammer encore, le match retour va encore être plus dur, dit que la famille, effectivement. Sa blessure l'a flingué à Asensio, il sera plus jamais le même joueur, j'en ai bien peur. Vous pensez pareil? Non, un club de Liga dans un bon contexte et ça va bien se passer pour lui. On sait que c'est un joueur, hem il a besoin d'un contexte pour s'exprimer dans le sens, voilà, c'est peut-être mieux si tu lui ouvres les espaces, tu lui permets de conduire un peu plus le ballon parce que c'est un joueur qui a quand même une certaine puissance et on le voit, hein, ses meilleures prises de balles, c'est quand il peut attaquer un peu l'espace, prendre le ballon au milieu de terrain, avancer plus que dribbler, vraiment avancer, gagner des mètres et quand il arrive lancé vers le but, il peut aussi faire quelque chose, mais ça, au Real Madrid, ça n'arrive pas et je pense que dans un club, type Villarreal, ça pourrait être un joueur qui aurait du temps de jeu et pour lequel ça se passerait pas trop mal. Je suis d'accord, ouais, je suis d'accord avec, même avec Paps hein, qui dit que même avant sa blessure, Asensio, c'était pas folichon, hein. En tout cas, dans le rôle de titulaire, il a jamais vraiment apporté grande satisfaction, hein. Quand il a été bon et quand il a apporté au Real, c'est justement quand il avait ce rôle de remplaçant uniquement, hein. Reda qui demande votre avis sur les entrées en jeu d'Arribas et Mariano. Coralie. Oh, Mariano, Ouais, c'était un festival, hein. ouais, c'était pas super. Après, c'est vrai que ouais, Mariano, il a tout raté et Arribas, on l'a pas trop vu donc ouais, ils ont pas fait les entrées du siècle mais bon, de toute façon, je pense que dans ce match, il faut vraiment retenir, la victoire, quoi. Parce que c'est vrai qu'avec tous les absents qu'il y avait et tout, enfin, faut vraiment insister là-dessus. Je veux dire, il manquait énormément de joueurs, de cadres et tout donc
quand on voit ça. Enfin, moi, vraiment, je pense qu'à la victoire et tout. Et après, les entrées d'Arribas et Mariano, non, oui, ils n'ont pas fait des entrées incroyables. Ok, vous avez pensé quoi du milieu de terrain? Ardelma qui nous dit Modric, 35 ans, exceptionnel. Vous l'avez trouvé comment, Modric, Elias? Bah, 35 ans, exceptionnel. C'est pas son meilleur match, mais 35 ans, exceptionnel. Modric, Kroos, Casemiro, il faudra, je sais pas, leur faire un hommage spécial un jour, même quand ils auront pris leur retraite, je sais pas, il faudra les inviter au Bernabéu, une fois dans l'année au moins parce que c'est historique, c'est déjà des légendes de la Ligue des champions et une garantie absolue. Une garantie absolue. L'équipe, elle peut être moins bonne, elle peut être meilleure, elle peut être moins inspirée, plus inspirée, tu sais qu'ils seront au niveau. Quand ils sont pressés, Luka Modric et Toni Kroos sur, ces 15 premières minutes, sans faire encore une fois les 15 premières minutes de leur vie parce qu'il y a plusieurs choses qui ratent. Mais ils jouent au football différemment que tout le monde, ils pensent différemment que tout le monde, ils ont toujours un temps d'avance, ils voient des passes où personne voit, qu'elles existent. Enfin, on pourrait vraiment s'étendre sur les superlatifs, pratiquer l'hyperbole et on aurait encore toute la nuit pour le faire parce qu'ils le méritent vraiment, c'est pas grand chose à dire à part chapeau. C'est ça et puis en plus, enfin, ils participent à tous les matchs. Ça fait je sais pas combien de temps qu'ils sont titulaires. Modric, on l'a dit, il a 35 ans, il faiblit pas. Alors oui, comme tu dis, c'est pas son meilleur match cette saison et tout, mais pour moi, il a répondu présent. Kroos aussi et même Casemiro a été très, très bon, défensivement. Il a bien géré le pressing adverse et tout donc c'est dommage par contre qu'il te manque le retour, pour accumulation de cartons jaunes, dans 2 semaines, quoi. Batman qui demande un milieu qui a autant duré à ce niveau. Est-ce que vous connaissez? Moi, j'ai en tête le trio du Barça. T'en vois d'autres, Elias? Non, comme ça, il y a eux qui me viennent en tête et bon après à Manchester United, tu avais des clients aussi, hein. Ouais. Les Paul Scholes, les Ryan Giggs, Steven Gerrard, il a su bien se recycler. Andrea Pirlo, il a duré très, très longtemps au plus haut niveau. Ce qui est intéressant, c'est que c'est des joueurs qui ont su, voilà, se recycler. Luka Modric, Toni Kroos, mais comme Steven Gerrard, comme Andrea Pirlo, même s'il a pas duré longtemps à ce poste-là, c'était des milieux offensifs. Ils ont reculé et ils ont brillé et ils ont dominé l'Europe, depuis cette position plus reculée. On tarie d'éloges pour ce milieu de terrain. Par contre, il y aura un problème en vue du match retour. C'est parce qu'il y en a un d'entre eux qui sera, quoi qu'il arrive, pas là. C'est Casemiro. C'est Reda, je crois qu'il demandait ça tout à l'heure. Vous voyez quelle alternative sans Casemiro? Valverde, s'il est là, je suppose, Coralie? Ouais, moi je pense que Kroos va essayer de jouer 6. Enfin, comme Zidane avait un petit peu tenté à un moment donné de la saison, il avait tenté Modric, Odegaard, Kroos ensemble. Et je pense que Kroos va jouer 6. Il y aura Modric et si Valverde est là, je pense que Valverde jouera 8. Et puis ils s'aideront entre eux, quoi. Et s'il Je est me pas demande là? si on va pas revoir, ce qu'on a vu contre l'Inter. Kroos, Modric et Odegaard plus haut et là ce serait Isco dans ce rôle-là. Je sais pas si c'est viable, mais plus que mettre Valverde dans cette position d'intérieur droit qui ferait que tu devrais redescendre Toni Kroos et il déteste ça ou Luka Modric, c'est pas son meilleur poste. Je me demande si on va pas reconduire ce qu'on a fait contre, l'Inter pour avoir beaucoup de ballons en fait, vraiment beaucoup de ballons, des lignes de passe assez verticales. Kroos, il aimera toujours pas jouer là, mais au moins si tu lui offres des lignes de passe devant lui et si tu sécurises la possession peut-être qu'il pourra monter un peu plus, pourquoi pas? Il y a Ziad qui propose Ramos en 6. Non, ça paraît Euh, un peu compliqué, hein. Ça y est, ça veut plus enlever Ramos et Varane et Nacho. Non, je pense que Ramos, il est là, quoi qu'il arrive, qu'il joue. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que quand Ramos reviendra, j'espère que Zidane saura maintenir Nacho dans le rythme et dans la compétition. Parce que si on se retrouve à le remettre à nouveau sur le banc et ne plus jouer, ce serait dommage. Mmh, Euh, c'est sûr, c'est sûr. euh, Surtout que sa complémentarité avec Varane enfin, est vraiment impressionnante. Ça fait, je crois, 4 matchs que le Real n'a pas encaissé de but quand même. c'est ça, ouais. Et d'ailleurs, Et on reste, je crois, sur 7 victoires en 8 matchs, quelque chose comme ça. Une statistique, enfin, on enchaîne pas mal, ouais. Euh, Blanco en 6 titulaire au retour si jamais Valverde n'est pas là. Peu probable. Volontiers si on lance pas Blanco dans un huitième de Ligue des Champions au retour pour, son début. Ouais. je pense que si Zidane ne l'a pas utilisé avant, c'est pas pour l'utiliser contre l'Atalanta. Et si on continue de se projeter un peu sur le retour, supposons que
que Benzema n'est pas là à nouveau, ce qui, je pense, ne sera pas le cas parce qu'on parle d'un potentiel retour déjà lundi. Vous faites quoi? Vous remettez du Isco? Ça dépendra des solutions à côté? Non, moi je remettrais du SCO, ouais, ça me dérangerait pas, ça me choquerait pas. Bon là, on espère qu'Isco aura plus de continuité, hein. On espère partir de cet événement pour qu'il ait du temps de jeu et qu'il récupère un bon niveau et qu'il montre des choses. Mais en l'état actuel des choses, ouais, je crois que je repartirai avec le même 11 peut-être à l'exception d'Asensio. Limite, je mettrais Marvin à la place. Mais Isco, ouais, ça me choquerait pas qu'il soit titulaire au retour si d'aventure Benzema est pas là, ce qui évidemment n'est pas confirmé, hein. J'espère que Benzema sera là et les informations qu'on a pour l'instant, c'est qu'il devrait pouvoir être là au retour. Et Hazard, il revient quand? On le sait ou pas encore? Bah, l'objectif serait un retour pour l'Atlético. Donc c'est le 7 mars, le match contre l'Atlético. Bon, ça confirme, mais en théorie, je pense qu'il sera là pour le retour, hein. Le retour, c'est dans 3 semaines, il me semble. Ouais, c'est ça, le 16 mars. En théorie, il y a des chances pour qu'il soit de retour, mais après, dans quelle forme? Parce qu'Eden Hazard, on sait que. Enfin, il y a retour et retour. Il y a revenir à l'entraînement, s'entraîner avec les coéquipiers, avec le groupe normalement, et il y a retour, être prêt à jouer. Généralement, il y a un laps de temps qui existe entre ces deux étapes. Ok, est-ce qu'il y a des petites questions dans le chat? On va vous répondre. En attendant, bah, on va continuer pour faire un petit point blessure. À quand le retour de Rodrigo? Rodrigo, il a repris l'entraînement en individuel. Le retour envisagé, c'est pour début mars également, je pense. Mais c'est pareil, hein, Rodrigo, c'est un joueur qui n'a pas joué depuis 3 mois. Ça fera 3 mois. Je pense que ça paraît assez peu probable qu'il soit titulaire au retour. Je pense qu'on est d'accord, Elias. Ce serait surprenant, ouais, ce serait surprenant. En tout cas, pour l'instant, on s'y attend pas, hein. Hazard, retour espéré pour dans 2 semaines. Il a déjà intégré l'entraînement collectif. T'es sûr de ton info, Ous? Parce que il me semble pas qu'il était en entraînement avec le groupe hier, hein. On a qui après? On a Odriozola, point d'interrogation, on sait pas trop, mais a priori c'est pas trop grave, donc je pense qu'il sera de retour, mais de toute façon s'il est de retour, tant que Lucas Vasquez est sur ses 2 pieds, il sera titulaire. On a Dani Carvajal aussi. Carvajal, c'est point d'interrogation. Je suis pas sûr qu'il soit là de retour pour ce match. Mmh. Marcelo, a priori, si, je pense qu'il sera de retour parce que lui s'était blessé quoi, il y a 2-3 semaines déjà. C'était contre Retafe, ouais, Retafe. exact. Lui, on parlait d'un mois, donc a priori, je pense qu'il sera de retour. Valverde, il est sur le retour également, un peu comme Rodrigo et Hazard. Je pense qu'on les attend début mars. Et Benzema, je l'ai dit un peu tout à l'heure. Il y a Arantxa Rodriguez de la Copé qui disait tout à l'heure hier, qu'il pourrait être de retour dès le match contre la Real Sociedad. Ce sera lundi soir. Et oui, il y a Sergio Ramos, évidemment. Ramos, c'est pareil, hein. Je lisais, je crois, cette semaine qu'il envisageait, qu'il espérait être de retour pour ce match. Vous y Mmh. croyez? Bon, je sais pas, je crois qu'on est vraiment dans un truc où non, moi je m'y connais pas assez, c'est pas Ouais, une grosse opération qu'il a subie, mais ça reste une opération, je sais vraiment pas. On a entendu qu'il accélérait son retour, je sais pas non plus à quel point tu peux accélérer ton retour après ça, franchement je peux pas me prononcer. ouais, ouais, ces informations-là, de toute façon, en plus, elles fuitent pas. Donc, généralement, la presse espagnole, elle aime bien donner des dates pour donner des dates. Mais, ok. Alors, on a deux, trois questions. Sekana qui demande pourquoi on a tant de problèmes face au bloc bas? N'est-ce pas un manque d'intensité ou de créativité, Coralie? Oui, si, je pense que de toute façon, c'est un problème de jeu et puis c'est vrai qu'il y a pas beaucoup d'appels aussi. Donc je pense aussi que c'est pour ça qu'il y a des problèmes avec les blocs bas, puis les ailiers prennent pas la profondeur. C'est vrai que je crois que c'était Guardiola qui disait que quand un ailier prenait la profondeur, il éliminait toujours une ligne de 5. Et au Real, tu pas ça, donc c'est vrai que, bah, c'est très compliqué là-dessus aussi. Ouais, et Elias, à ton avis, est-ce qu'il pourrait y avoir une solution? Ce que nous demande Abalafodi. Que faut-il au Real pour enfin réussir à percer tous ces blocs bas? Chaque fois, c'est Ah, l'angoisse. des meilleurs joueurs en attaque honnêtement, des meilleurs joueurs en attaque. Le fait que Zidane, c'est pas le maître dans l'attaque des blocs bas, ça on le sait. Il a des qualités comme entraîneur, il a des qualités comme tacticien sur d'autres zones du terrain, mais je l'ai déjà dit, son point fort, c'est pas l'attaque des blocs bas et c'est pas scandaleux non plus dans le sens où
les entraîneurs qui sont excellents face au bloc bas, ils se comptent sur les doigts d'une main et c'est des génies tactiques. Bah, Zidane, c'est pas ce genre d'entraîneur-là, mais ce qu'on peut faire, c'est, aspirer à avoir de meilleurs joueurs parce que tu peux être un super entraîneur si face à des blocs bas, tu dois compter sur Vinicius et Asensio, tu vas pas aller bien loin. Si tu as aucune projection parce que Luka Modric, plus le temps passe, moins il peut se projeter, tu vas pas aller bien loin non plus, hein. Luka Modric en 2013-2015, peut-être même 2016, une action qu'on voyait souvent de sa part, c'est quand il se projetait dans la surface, il allait attaquer cet espace entre le central et le latéral. C'est quelque chose qu'il fait de moins en moins. À cela, tu retires le fait que Carvajal, cette saison, il est toujours absent et lui, pour le coup, pour attaquer des blocs bas, c'est un super, super joueur. Marcelo, c'est exactement la même chose. Ça fait quand même beaucoup de conditions qui te rendent la tâche extrêmement difficile. Du coup, en partant du principe que Zidane ne sera jamais Guardiola ou Jürgen Klopp face à ces attaques-là, pardon, la seule solution que tu as, c'est faire venir de meilleurs joueurs, des joueurs qui peuvent non seulement provoquer, éliminer avec le ballon, mais aussi multiplier ses courses en profondeur, étirer la défense, libérer de l'espace pour leurs coéquipiers, et cetera, et cetera. Ok, effectivement. Donc déjà, il y a des meilleurs joueurs pour commencer. Comment ça se fait, Paps? Comment ça se fait qu'à à la même période, il y a des blessures à répétition? Bon, déjà, ça, c'est un problème de préparation, hein. Cette saison, elle a été assez tronquée. On l'avait dit déjà dans de précédents podcasts. La saison a repris en septembre, après s'est arrêtée en août. Les joueurs ont eu 3 semaines d'entraînement, pas plus, hein. Donc, c'était très court. Donc, à partir du moment où la préparation est tronquée, c'est plus compliqué. Ça se ressent. Et d'ailleurs, Varane le disait dans une interview aujourd'hui à Eurosport que les joueurs le ressentent, que c'est plus compliqué d'enchaîner cette saison. Et après, Euh, tu as toujours les blessures musculaires. Ça, bah, ça peut être dû à la fatigue, mais tu as aussi les coups ou les trucs un peu imprévus comme Ramos. Bah, ça, c'est dommage que ça arrive maintenant, c'est une accumulation malheureuse, mais ça, c'est pas vraiment dû à la préparation, c'est des trucs qui peuvent arriver à tout moment de la saison, comme quand tu te fais, voilà, quand tu prends un gros coup, bah, rien à voir avec la préparation, quoi. C'est un événement fortuit et malheureux. Rodrigo, c'est la même chose, par exemple. on, on parlait du bon niveau de Nacho et du coup du fait pour Zidane surtout de le maintenir, mais après le retour de Ramos, le maintenir dans la rotation. Est-ce que vous pensez que, compte tenu de la forme de Nacho, justement, pour éviter de s'en priver, ou en tout cas pour utiliser ce biais, est-ce que vous imaginez pas Zidane utiliser peut-être plus souvent son 3-4-3 qu'on a vu contre Retafe en fin de match la semaine dernière? Le voir plus souvent au cours de la saison? J'aimerais bien, mais il faut que les conditions soient réunies et on en parlait dans, le podcast, qui faisait suite au match contre Valladolid. Si tu as pas Marcelo, c'est compliqué, parce que c'est pas Vinicius qui va pouvoir prendre cette place de milieu gauche. Si tu as pas ce joueur-là, c'est compliqué et je suis pas sûr que Mendy apporte autant que ça, en tant que milieu gauche dans un 3-4-3. Ce serait une option qui serait hyper intéressante, je pense que ça permet de récupérer beaucoup de joueurs, ça permet de collectivement obtenir certaines réponses à des problèmes que le Real Madrid n'arrive pas à obtenir ces temps. Question de créativité, question aussi pour être bien positionné en défense à l'heure de récupérer le ballon, peut-être plus de facilité à mettre certains joueurs en situation de 1 contre 1, mais voilà, si Marcelo est absent, encore une fois, j'ai très peu d'espérance quant à un futur, pour ce système. Ouais, Après, il pourrait faire, reposer certains joueurs aussi. Par exemple, Varane, il enchaîne les matchs, c'est l'un des joueurs qui est le plus utilisé par Zidane. Donc, si Nacho est en forme, il pourrait, par exemple, jouer à côté de Ramos, il pourrait aussi jouer, c'est pour, remplacer Mendy et cetera. Je pense qu'il pourrait le mettre dans la rotation comme ça. Ous qui note, s'il vous plaît, la différence entre Pintus et Dupont. On ne s'est pas rendu compte de l'importance de Pintus pour les 3 Ligues des Champions. Donc, Ous parle des préparateurs physiques, hein. Bon, est-ce que vous pensez vraiment que ça jouait? Parce que Dupont, c'est quand même un préparateur qui est réputé. C'était notamment le prépa de l'équipe de France pour le mondial 2018. Vous voyez une corrélation entre tout ça? Bof. Non, et puis pour mesurer ça, il faudra avoir des statistiques et on a fait des tonnes sur Pintus aussi, c'est une façon d'expliquer, pourquoi le Real Madrid avait autant de succès, mais c'est une chose qu'on peut pas mesurer depuis l'extérieur, c'est pas non plus acquis que dans le football, la préparation physique fasse une différence immense, franchement je c'est on peut pas savoir vraiment et toutes les personnes et ça c'est un point assez fort, mais c'est vrai, hein, toutes les personnes qui vous disent qui vous disent tous les journalistes qui vous disent, «C'est grâce à au préparateur physique que l'équipe est forte, c'est à cause du préparateur physique qu'il y a
autant de blessés, c'est pas vrai. Il y a aucun moyen de le savoir sans, encore une fois, des statistiques, sans avoir accès aux statistiques qui rendent compte de l'état de forme des joueurs et ça, il y a uniquement les clubs qui ont accès à ces stats-là. Ok. Lundi, on affronte la Real Sociedad, donc on reprend un peu on reprend la course pour la Liga après cette parenthèse Ligue des Champions. Vous le sentez comment ce match, Coralie? Là, l'équipe est dans une bonne passe, donc pourquoi pas plutôt bien. En plus, c'est vrai que là, le Real s'est rapproché de l'Atlético au classement. Ils sont à 3 points, de l'Atleti avec, un match en plus. Donc la Liga n'est pas perdue, même si on avait dit lors du podcast précédent que on ne croyait pas forcément au titre. Je pense que les joueurs vont tout donner pour aller le chercher. Donc franchement, je le sens, plutôt bien personnellement. Moi, je suis arrivé à un stade de la saison où j'ai assumé qu'on peut avoir des surprises à tous les matchs. La Real Sociedad, c'est un bon adversaire. Alexander Isak est en super forme, c'est l'attaquant de la Real et ce Real Madrid, même s'il est sur une bonne dynamique, on sait très bien qu'il va pas gagner tous ses matchs jusqu'à la fin de la saison et qu'il va avoir de nouveau des moments compliqués. Du coup, j'ai pas vraiment de pronostic à faire ou d'état particulier à mentionner. Je le sens bien, je le sens pas bien, mais c'est juste que pour moi, il y a vraiment tout qui est très ouvert encore une fois et je m'attends en tout cas pas, ça c'est sûr, à un Real Madrid qui va être face à la Real Sociedad qui tout d'un coup aurait trouvé toutes les réponses à ces questions existentielles. Ok, parfait. Bon, je pense qu'on va clôturer là-dessus il y a plus de questions dans le chat. Merci Coralie, merci Elias, merci à tous pour ces échanges. Je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et je vous dis à lundi prochain, donc après le match contre la Real Sociedad. D'ici là, prenez soin de vous comme toujours et puis je vous dis à très vite. Ciao! À Salut à bientôt. tous!